médias veulent libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international consacre la position du gouvernement. La récréation est terminée. Que veut William Bourdon par ses biens mal acquis? Après avoir réussi en 2017 à faire condamner le vice-président de Guinée équatoriale, Théodoro Obiang Mangué, par le tribunal correctionnel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende, également avec sursis, le fondateur de Sherpa demande l'ouverture d'une nouvelle enquête, cette fois-ci au Canada. Et cette enquête vise plusieurs dirigeants africains et leurs proches. Encore une fois, on retrouve le nom de la famille Obiang. Que veut réellement William Bourdon à cette famille? Pourquoi un tel acharnement? Quel peut être l'apport des ONG africaines face à une telle tentative d'humiliation contre les dirigeants africains? La question reste posée. On parle aujourd'hui aussi du génocide rwandais. 24 ans après le drame, un ancien officier de l'armée française parle dans son livre intitulé « Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français ». L'officier en question, c'est Guillaume Ancel, 52 ans, dont 20 passés dans l'armée. Et comme d'autres, il a participé en juin 1994 à l'opération Turquoise, lancée par la France dans ce pays d'Afrique, théâtre du dernier génocide du XXe siècle, avec un bilan officiel de 800 000 morts en 3 mois, en majorité des Tutsis. Le récit que l'ex-capitaine tire de cette expérience contredit la version officielle d'une opération avant tout, entre guillemets, humanitaire. Pour lui, les autorités politiques et militaires de l'époque, sous la présidence de François Mitterrand, ont surtout cherché, du moins dans un premier temps, à sauver un régime ami emporté par la folie meurtrière. Comment analyser sa sortie? Quel apport pour le peuple rwandais qui pense paisiblement sa plaie? Quelle va être la suite de cette affaire presque éternelle? La suite, nous en parlons dans cette autre édition d'Appel sur le continent. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, téléspectateurs d'Afrique Média. Bienvenue à Appel sur le continent, l'émission des téléspectateurs. Vous l'avez très souvent dit, Afrique Média veut libérer les nations. La seule chaîne libre dans le monde et bien sûr la récréation est terminée. Puisqu'elle est terminée, avec vous, on parle ce soir de 2 sujets d'une importance capitale qui, toute somme, nous ramènent toujours vers la question de la souveraineté du continent africain. D'une part, nous parlons de la Guinée équatoriale, le pays de son excellence Théodoro Obiang Nguema Mbasogo. Et on revient encore une fois sur cette affaire dite des biens mal acquis de notre cher ami William Bourdon, le fondateur des Sherpa, qui, selon des sources très confidentielles, promet un avenir douloureux à la famille Obiang. N'est-ce pas temps pour les ONG africaines de porter plainte ou de prendre la chose en main? En tout cas, on en parle, le mot vous appartient. Nous parlons aussi du Rwanda, le pays de Paul Kagame, un pays qui a connu le plus grand, ou plutôt la plus grande mascarade, le plus grand génocide du XXe siècle. C'était donc en 1994. Et bien 24 ans plus tard, un officier de l'armée française qui a également participé à cette opération, l'opération dite Turquoise, il parle dans son livre, donc dans un livre qu'il a écrit intitulé Rwanda, la fin du silence, et le témoignage d'un officier. Eh bien, lui, c'est Guillaume Ancel. Et dans son ouvrage, quand vous avez fini de le lire, vous comprenez que sa version est complètement contradictoire à celle officielle dite par les autorités françaises. Il estime d'ailleurs que les autorités militaires et politiques de la France de cette époque ont tout simplement dupé le peuple français en portant leur nom, puisqu'en leur nom, ils se sont engagés dans une guerre, mais ils servaient plutôt les génocidaires. Voilà donc en résumé ce que dit Monsieur Ancel Guillaume. Donc, je vous propose tout d'abord un premier élément qui nous parle de la Guinée équatoriale. Il est signé de Guy Fondop. Selon des sources bien introduites, William Bourdon promet un avenir tourmenté à la famille Obiang Nguema. Depuis plusieurs années, l'avocat mène une campagne judiciaire acharnée contre la famille présidentielle, dont il accuse de blanchiment et détournement de fonds publics. Le 27 octobre, Théodoro Obiang Nguema Mangué, le fils du chef de l'État,
vice-président de la Guinée équatoriale, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros par la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, suite à une plainte de l'avocat. Une véritable humiliation d'après de nombreux observateurs. Les avocats du vice-président avaient alors dénoncé une décision politique et militante. De son côté, Miguel Oyono Ndomimfumu, l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France, s'était dit indigné, dénonçant un complot nuisible portant atteinte à la souveraineté de l'État de Guinée équatoriale. Aujourd'hui, des sources révèlent que la vengeance de William Bourdon, depuis que le président Obiang lui a refusé d'importants financements pour l'une de ses organisations, promet une véritable tourmente à la famille à travers de nouvelles initiatives. Merci donc à Guy Fondop et Alain Ganou, vous l'avez donc compris. Et donc c'est parti, va-t-on dire, pour une nouvelle étape d'un bras de fer entre William Bourdon, le fondateur de Sherpa, et bien sûr la Guinée équatoriale. Le dossier est donc là. Quel est votre point de vue là-dessus? Comment comprendre cet acharnement? C'est ainsi que nous avons qualifié cela, cet acharnement contre la famille Obiang. Et on a pu écouter dans le récit de Guy Fondop qu'il s'agissait là d'une sorte de revanche, si on peut dire ainsi, de William Bourdon qui a subi un refus de financement de certaines de ces organisations par les autorités équato-guinéennes. Eh bien, en ce qui concerne le Rwanda, écoutons ceci. Pourquoi 24 ans après le génocide des Tutsis, autant de zones d'ombre, d'accusations et contre-accusations, de plaintes et d'enquêtes entourent-elles toujours les relations France-Rwanda? Pourquoi le rôle du gouvernement français dans ce pays meurtri en 1994 reste-t-il tabou et polémique? Paul Kagame en 2014, lors des commémorations à Kigali. Aucun pays n'est assez puissant, même s'il pense l'être, pour changer les faits. Les faits sont têtus. Dans sa ligne de mire, la France. Mais de quel fait parle Paul Kagame? Pour certains chercheurs, journalistes ou témoins, la France aurait été complice, au minimum d'avoir fermé les yeux, au pire d'avoir soutenu le régime génocidaire. Sur ces images, les forces françaises déployées sous mandat onusien, quelle est leur mission exacte? La France a fait le maximum, si vous voulez, pour sauver et protéger les populations. Il a fallu un courage politique fort au président Mitterrand pour engager la France dans une opération difficile, en toute impartialité, avec un mandat de l'ONU. Et pour les soldats qui ont été sur le terrain, c'était très compliqué. Bicécéro, juin 94, sur ces collines, des centaines de Tutsis se terrent. Ils croisent des militaires français, leur demandent de l'aide, mais les militaires mettront plusieurs jours avant de revenir les sauver, faute d'ordre. Pourtant, certains soldats désobéiront. Lorsqu'on est soldat, lorsqu'on désobéit, c'est un acte important qui est accompli. Ces gens-là ont été extrêmement courageux. Beaucoup ont quitté l'armée après le Rwanda. En revanche, les officiers, les donneurs d'ordre, eux, qui ont assumé une forme de collaboration avec les tueurs, ces officiers-là ont tous été promus. Autre accusation portée à l'encontre de la France, des miliciens hutus, des génocidaires auraient pu passer la frontière pour se réfugier au Zaïre voisin, profitant du couloir humanitaire créé par l'opération turquoise, voire des armes auraient été fournies aux forces rwandaises. Les décideurs de l'époque se défendent. Hubert Védrine, conseiller du président Mitterrand. C'est la suite de l'engagement d'avant, la France considérant que pour imposer une solution politique, il fallait bloquer l'offensive militaire. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc c'est pas la peine de le découvrir, de le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. En 1998, une mission parlementaire niera l'implication de la France dans le génocide, mais critiquera les erreurs de jugement. En visite à Kigali en 2010, le président Nicolas Sarkozy confirmera. Grave erreur d'appréciation. Forme d'aveuglement quand nous n'avons pas vu la dimension génocidaire du gouvernement du président qui a été assassiné. Depuis, peu d'avancées. L'éternel dossier judiciaire de cet attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana empoisonne les relations diplomatiques. Des proches de Paul Kagame sont toujours mis en examen en France. Conséquence, aucun ambassadeur français n'est accrédité à Kigali. Un lourd et long contentieux dont a hérité Emmanuel Macron. Voilà donc cet élément qui vous résume un peu la position des
politique française sur la situation au Rwanda. Tout à l'heure, nous vous passerons donc la version de Guillaume Ancel, donc cet ex-officier de l'armée française qui lui également a participé à l'opération turquoise. Le temps aussi pour notre invité de s'installer. Allons d'abord prendre ce premier appelant, c'est bien sûr Pasteur Soa qui nous appelle déjà depuis le Ghana. Pasteur Soa, bonsoir. Bienvenue à Appel sur le continent, on vous écoute. Bonsoir Bachir. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir. Je vais saluer André Ossanda. Je vais saluer tous les techniciens. Je vais aussi saluer également tous tes collègues qui ne sont pas là en ce moment précis. Et surtout notre ami, notre frère Guy Fondon. Que Dieu bénisse également notre frère. Bachir, Guinée équatoriale, que veut Bourdon par ses biens mal acquis? Je vais simplement dire sur ce point, quel est le problème de la France dans cette affaire? Est-ce que c'est la Guinée équatoriale qui a porté plainte ou c'est la France qui porte plainte? C'est les questions que nous nous posons. Parce que logiquement, les biens appartiennent vraiment à la Guinée équatoriale. Bon, et si c'était délibéré, donc c'est la France qui doit prendre ces biens-là? Non, la France montre au monde entier réellement que la France est un pays d'escrocs et un pays de brigandage. Et la France conçoit et construit toujours les Boko Haram, construit les djihadistes, construit les terroristes. Et partout, là où se trouve la France, aucun développement. Parce que la France, c'est dit un pays des droits de l'homme. Mais regardez ce pays et regardez les pays qu'ils ont colonisés. Mais ces pays, la démocratie n'est pas respectée. C'est à cause de la démocratie que le président Laurent Gbagbo a respecté, qui se retrouve aujourd'hui à La Haye. Alors, ils disent de respecter la démocratie. Maintenant qu'on respecte la démocratie et qu'on respecte les droits de l'homme, et pour ça, Gbagbo a respecté la Constitution, pour ça, il se retrouve à La Haye. Mais et la France dit quoi de cette affaire? Voilà encore le président de la Guinée équatoriale qui n'est même pas une colonie française. Et aujourd'hui, c'est les Français qui sont levés contre sa personne, sa famille, ses enfants, l'État équateur-guinéen, on ne comprend pas. Donc, vraiment, c'est un problème. Il est important que l'Union africaine se saisisse de cette affaire et règle ce problème. Mais comme l'Union africaine est financée à plus de peut-être 80 ou à 60% de son financement par l'Union européenne, et l'Union européenne, on parle de la France. Voici comment un conglomérat est organisé et c'est conglomérat réellement contre l'Afrique. Donc, Bachir, je vais dire que ce problème, il fait que l'Union africaine s'en saisit réellement de ça et que ça soit réellement délibéré parce que c'est une humiliation. On ne peut pas humilier toute l'Afrique à partir d'un pays. Et c'est pas normal. Le monsieur est parti à son avion, l'avion a été bloqué en France. Et c'est pas quelque part. Et on a intimidé l'autre de payer de l'argent et la paix sur l'argent et l'avion est levé. C'est pas normal. Qu'est-ce que nous voulons? C'est pourquoi nous disons qu'on arrivait également à la Russie, parce que l'arrivée de la Russie est en train de traumatiser la France. L'arrivée de la Chine est en train de traumatiser la France. Parce que la Chine est en train de poser une base militaire en Guinée équatoriale, donc ils ont des problèmes. Je vais revenir maintenant sur le génocide rwandais. 24 ans plus tard, un officier français parle. Je comprends, nous voulons vraiment dire merci au président rwandais, Paul Kagame, qui avait déjà compris en 2007 et qui avait coupé les relations diplomatiques avec la France. Parce qu'il avait compris vraiment qu'il y avait du faux. Et il voulait endosser également cette mort, ces milliers de personnes qui sont décédées, c'est-à-dire à Paul Kagame. Et Paul Kagame a compris que non, la France jouait un double jeu. Pourquoi aujourd'hui cet officier, il parle? Mais depuis lors, il sait que c'est les milliers de personnes qui sont décédées. Et il ne pouvait pas également dire aux Français que ce qui s'est passé, c'est nous qui avons abattu l'avion. Et c'est aujourd'hui qu'il vient parler. Bon, il parle à tant qu'il bon, qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'il recherche? Qui est derrière? Qui le pousse? Qui l'active? Qui l'actionne? Bon, nous ne comprenons pas. Bon, sa manière de parler, ou bien sa manière de venir témoigner, qu'est-ce que ça va apporter? Les gens sont morts. Ils ne pourront pas se ressusciter. Donc, c'est là que nous disons que la France est un pays du diable, est un pays satanique. Parce que c'est un pays qui ne cherche pas vraiment la réconciliation en Afrique. Hein. C'est un pays qui ne cherche que où il y a des problèmes. Un pays qui veut qu'il y ait toujours des calamités, des pleurs. Un pays qui veut toujours qu'il y ait des difficultés en Afrique. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, c'est là qu'ils en profitent pour exploiter
nos sous-sols. Voici ce qui se passe au Mali. Au Mali, et un premier ministre français qui dit que gare à eux, s'il vient, gare à celui qui va marcher, qui va manifester, et il appelle ça anti-français. Et les Maliens aussi vont s'asseoir et ils vont les regarder parce que eux là, les paradis, c'est la France. On ne fait rien avec ça. Et il faudrait que nous changions parce que l'Afrique, notre Afrique, on rigole assez de potentialités et nous rigolons assez de minéraux. Et nous, si nous sommes unis et que si nous avons une seule vision pour le développement et le développement industriel de l'Afrique, je pense que comme Vladimir Poutine l'a dit, que les Européens viendront en Afrique ici pour chercher travail. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'organiser. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de le faire. Mais je pense qu'on aura des bons leaders comme le président Laurent Gbagbo, comme des Barakani, comme ces hommes-là. Et je pense que comme les Vladimir Poutine qui aujourd'hui qui pourront aussi aider à porter l'appui sur le plan militaire, sur le plan politique, diplomatie, relations internationales pour que l'Afrique soit stable. Parce que nous avons besoin également de relations bilatérales, mais il faudrait qu'on travaille d'égal à égal. Donc, au Bachir, voilà comment la France est en train de faire. Sur le génocide, cet homme qui est en train de parler, logiquement, on doit mettre la main sur lui, on doit l'arrêter parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il devait parler. Il devait parler depuis lors. Mais tant qu'il parle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut, quel objectif il veut atteindre et qu'est-ce qu'il veut. Donc, Bachir, je vais m'arrêter là. Merci, Pasteur Soa. Depuis le Ghana, pour dire que la grâce de Dieu soit avec toi, Bachir. Merci pour ton courage et pour le bon travail que tu fais pour l'Afrique. Merci. Merci, Pasteur Soa. Et beaucoup de nos téléspectateurs nous écrivent en ce moment. On aura l'occasion de lire leurs messages tout à l'heure, notamment Poulera Seydou depuis Douala, So Abdoulaye également, et Dieudonné Kamga depuis Hanover Street à San Francisco aux États-Unis. Et on lira vos messages tout à l'heure. Nous prenons un autre appel et on accueille notre consultant de ce soir. C'est M. Abou qui nous appelle d'Angleterre. Bonsoir, cher ami. Bienvenue à Appel sur le continent. Bonsoir, M. Bachir. C'est M. Abou depuis le Royaume-Uni. Je salue tous les techniciens, en particulier Adrien, M. Adrien, qui fait un grand boulot. Ce monsieur, il est avec un grand H. Et je salue aussi, premier appelant, mon ami Pasteur Soa du Ghana. Oui. Et en ce qui concerne les deux problématiques que vous avez mises sur la table ce soir, oui. Nous qui vivons avec les Européens, c'est un comportement, quand ils vous font une chose, que vous ne réprimez pas cette chose, alors ils prennent goût et ils insistent dans cette mauvaise voie. Et c'est pourquoi que moi mon grief, c'est contre le président bien. Parce que la France n'est pas celle-là même qui a colonisé la Guinée équatoriale. Mmh. Paul Kagame a coupé les relations diplomatiques avec la France. Moi, je ne comprends pas. Diantre, qu'est-ce que M. Obiang Nguema attend? Mais je n'arrive pas. Je me demande, comme le doyen Sadou le dit souvent, si c'est moi qui m'assieds sur la tête ou bien ce sont les autres qui m'assieds sur la tête. Mais c'est incompréhensible. Comment quelqu'un peut aimer se faire taper là-dessus comme ça? Un grand monsieur respectable qui n'a même pas mérité qu'on lui tape là-dessus. Une petite France de merde, de rien du tout, te tape là-dessus. Alors que tu n'es même pas de près ou de loin lié à cette France-là. C'est dans un choix de partenariat du fait que tous tes voisins parlent le français. Alors, dans un souci de solidarité et d'union, intelligemment, tu es parti vers cette France. Mais si cette France-là, qui est une France non repentante, qui est une France qui est voyou, brigand, qui ne respecte personne, impoli, te montre son visage. Mais il faut comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut quitter dans ça. Quitte dans ça. J'appelle ça du masochisme à son paroxysme. À un niveau qu'on ne peut pas expliquer. On peut se faire humilier. Une petite France comme ça, qui ne se répand jamais, qui veut que les autres, quand elle fait du génocide, elle tue les gens, elle qui est prompte à envoyer les gens en prison et demander de dédommagement, elle veut toujours que le reste du monde se compte. Quand il s'agit d'elle qui est impliquée dans des génocides, que le reste du monde reçoive seulement des paroles, dit que nous avons fait une mauvaise appréciation. Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Il ne s'agit pas de mauvaises appréciations qu'on a tué des milliers, des millions de personnes. Oui. On demande à ce qu'il y ait des responsabilités. On demande qu'il y ait des présidents aussi. Morts officiellement. Voilà. Donc nous demandons aussi la justice. Voilà. Nous ne demandons pas que de beaux mots. Vous comprenez? Il faudrait que aussi des gens, des Français soient passent à la barre. Vous comprenez? Qui passent comme vous faites aux autres peuples. Vous prenez le président, son excellence Laurent Gbagbo, vous l'emmenez sans procédure, hélico presco, en prison. Quand il s'agit de répondre de méfaits qui sont prouvés avec des faits palpables, vous venez toujours faire des discours. Hein? Vous dites qu'on a fait une erreur. Mais on ne parle plus d'erreur quand il y a mort d'homme. On parle de faits. Et puis, il faut truc, comment on appelle ça, réparer. On parle de réparation. Donc, on parle de justice, d'emprisonnement, d'aller à la cour. On veut voir un président accusé, François Mitterrand. On veut le voir à la cour. On veut le voir condamné aussi. On veut voir des dédommagements, tout. Mais, alors, ce William Bourdon, les gens pensent que c'est lui qui est à la base. Non, c'est le gouvernement français, l'élite du gouvernement français. Ceux-là qui pensent que le vol et le mépris de l'Afrique est le seul moyen de gouvernance comme on appelle ça. Sans ça, la France n'est rien. C'est eux qui continuent dans ces sales besoins. Et comment comprendre que les chefs d'État peuvent rester là, bouche bée, et ne même pas, comme on appelle ça même, se lever d'un seul homme contre cette pratique mafieuse. Parce que ils ont réussi une fois, alors maintenant ils étendent ça au Canada. Mais à qui le tour prochainement? Oui. Mais c'est ce que Laurent Gbagbo disait toujours, que quand la case du voisin brûle, les autres se taisent, ils se disent que non, ça n'a rien à voir avec nous. Après, que c'est comme ça que la colonisation a commencé. Ils ont commencé dans un village, l'autre village ne se sentait pas impliqué, à laisser faire. Après qu'ils ont fini avec l'autre village, ils sont venus sur le village qui n'a rien fait. Ainsi de suite, ils ont pris toute l'Afrique. Mais on ne comprend pas, mais c'est pas possible. C'est nous qui marchons sur la tête ou bien ce sont les autres. Mais il faut que ça cesse au XXIe siècle. Il faut bien que ça cesse en tout cas, M. Abou. Merci. Merci, M. Abou, pour votre contribution depuis le Royaume-Uni. Eh bien, nous revenons accueillir donc notre invité, Maître Momo Janvier. Il n'est même plus à présenter. Hein? Maître Momo est juriste et bien sûr membre de la société civile africaine. Maître Momo, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je m'excuse pour ce petit retard. Ça peut arriver, c'est aussi ça. Ouais, ce sont les vicissitudes de la route. Oui. Oui, je suis là. Nous y sommes. Nous parlons de deux sujets. Je voudrais qu'on aborde rapidement la question équato-guinéenne. Tout d'abord, Maître William Bourdon, on s'est de plus en plus engagé dans ces affaires de biens mal acquis et aujourd'hui, il déporte donc les enquêtes du côté du Canada. Alors, quand il arrive et qu'on essaye de recouper certaines informations, on apprend qu'il s'agit là d'une sorte de revanche. Il faudrait, d'entrée de jeu, comprendre que Maître Bourdon est en ballottage en France. En ballottage? Il est en ballottage. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné la justice et le gouvernement français dans ce que je peux appeler des entreprises foireuses. À l'accoutumée, la France n'avait pas pour leitmotiv, n'avait pas pour mode d'opération en Afrique la justice. Oui. Alors, Maître Bourdon, dans cette affaire de biens mal acquis, a plongé la France dans une situation d'incertitude totale quant à la pensée, quant à ce que l'Afrique conçoit, l'Europe et surtout la France de nos jours. L'affaire des biens mal acquis qui se retrouve aujourd'hui en appel au tribunal correctionnel, à la cour d'appel, à la chambre correctionnelle, à la cour d'appel. Oui. Mais je vais vous dire, au niveau de la France, l'opinion publique française est divisée. Même ceux avec qui il a concordé le coup, ils sont divisés. Pourquoi? Parce que dans leur entreprise mafieuse, au rang des biens saisis, s'est retrouvée une mission diplomatique. La France est signataire des accords de Vienne, du traité de Vienne. D'où vient-il
qu'un tribunal correctionnel ordonne la saisie d'un immeuble qui abrite une mission diplomatique, M. Bachir. Oui. Alors, au niveau de la France, les juges correctionnels, c'est-à-dire ceux qui ont rendu la décision en instance, certains ont eu des réprimandes. Comment vous pouvez ordonner la confiscation d'une mission diplomatique? Et je rappelle que l'affaire est aujourd'hui à la Cour internationale de justice. L'affaire de la Cour internationale de la justice, c'est justement ce volet qui a été retiré par la Guinée équatoriale de la Cour d'appel de Paris pour se retrouver là où il doit être. Moi, je vous ai dit d'entrée de jeu que j'ai félicité l'engagement de la République de Guinée équatoriale de saisir maintenant la Cour internationale de la justice pour ce volet, c'est-à-dire pour le volet de la mission. C'est le juriste qui parle, hein, là. Oui, donc, vous comprenez que Bourdon, que ce soit à Paris, que ce soit à La Haye, Bourdon est mis en déroute. Il faut le comprendre, Bachir. Oui. L'opinion publique française n'est pas d'accord avec Maître Bourdon qui les a engagés dans cette entreprise foireuse et qui a contribué à ce que nous appelons la francophobie en Afrique. Oui. Parce que l'Africain aujourd'hui a la jugeote nécessaire pour savoir distinguer ce qui est incongru de ce qui ne l'est pas. Le procès des biens mal acquis a été une affaire incongrue qui s'est retrouvée malheureusement devant les juges français qui ont reçu sûrement les ordres du pouvoir exécutif pour ne pas se laisser dévoiler pour qu'il y ait condamnation en instance. Je dis en instance. Parce que la décision n'est pas définitive. Oui. Nous avons confiance que les juges d'appel de cette affaire du tribunal de Paris et avec la nouvelle configuration qui s'affiche au niveau de la Haye pour le volet de la mission diplomatique équato-guinéenne qui a été saisie, nous espérons, disais-je, que les juges de la Cour d'appel vont prendre conscience et rendre le droit. Alors, en ouvrant un autre front au niveau du Canada, est-ce qu'on ne peut pas voir comme une sorte d'acharnement contre la famille Obiang? Loin d'être un acharnement, Bourdon a envie de se justifier. Il a envie d'avoir gain de cause quelque part. Mais là encore, il va s'embourber. Pourquoi? Parce que les investissements faits au Nigeria, au Canada, sont de deux catégories. Pour investir au Canada, vous devez souscrire à un programme d'immigration investisseur qui n'a rien à voir avec ce que Bourdon pense. Oui. Et lorsque vous souscrivez à ce programme investisseur, il y a des conditionnalités. Toutes les conditions sont assorties pour que vos biens soient acceptés et investis au niveau du Canada. Si en France, chez lui, il n'a pas pu, ce n'est pas au Canada qu'il va pouvoir. Encore que les mécanismes judiciaires au niveau du Canada ne sont pas ceux de la France, bien qu'il y ait un Canada de langue francophone et un Canada de langue anglophone. Très bien. Maître Momo, avant de vous écouter sur la question du génocide, je voudrais vous proposer d'écouter donc à présent l'entretien de Guillaume Ancel, donc cet officier français qui faisait partie de l'opération turquoise. Il a fait le sale boulot, malheureusement il regrette, mais je voudrais qu'on l'écoute attentivement, quelques minutes, et on va revenir, vous passez la parole, ensuite on retourne vers nos téléspectateurs. Guillaume Ancel, on a entendu Hubert Védrine, qui était alors secrétaire général de l'Élysée, qui dit c'est pas la peine de nous présenter tout cela comme une pratique abominable qui serait en gros cachet. Que lui répondez-vous? Oui, il a raison de son point de vue. Le fait de soutenir un gouvernement qui organise le génocide des Tutsis sous nos yeux, ce n'est pas un problème. Je pense que le problème est là. C'est qu'il faudrait enfin qu'il pose ses lunettes noires et qu'il arrête de raconter des fables aux Français. Ce que nous avons fait au Rwanda est inacceptable. Pourquoi? Parce que concrètement, et c'est pour ça qu'à mon avis, mon témoignage est compliqué à contrecarrer, parce que je ne fais que raconter ce que j'ai fait, les opérations auxquelles j'ai participé concrètement au Rwanda. Nous sommes arrivés en 1994 au milieu du génocide. D'abord, nous avons essayé de remettre au pouvoir le gouvernement rwandais qui était juste l'organisateur du génocide. C'était difficile de ne pas le voir puisque les forces rwandaises s'en vantaient. Elles le disent, elles n'osaient pas le faire devant nous, mais elles ne s'en cachaient absolument pas. Quand nous avons enfin renoncé tard dans l'opération, nous avons protégé leur fuite. Et au passage, nous les avons laissés organiser l'exode de leur population. 100 000 morts supplémentaires. Et enfin, nous leur avons livré des armes dans des camps de réfugiés
au Zaïre alors que nous étions sous mandat humanitaire. Donc moi, personnellement, ça me pose un problème. Le Zaïre, c'est l'actuelle République démocratique du Congo. Alors, dans ce livre intitulé Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français, vous le disiez, vous racontez un témoignage quasiment au jour le jour dans ce livre. C'est aux éditions Les Belles Lettres, Mémoire de guerre. Face à ce lourd secret, vous avez choisi de raconter ce que vous avez vécu. Vous étiez aux premières loges. Tout commence en 22 juin 1994. Vous êtes alors en partance pour le Rwanda, la base militaire de Valdonne, près de Lyon. Quelle est votre mission au juste ? En fait, le premier ordre d'opération qu'on reçoit, qui est un ordre préparatoire, mais qui va être exécuté dès qu'il est confirmé, c'est de mener un raid terrestre sur Kigali, donc pour remettre au pouvoir le gouvernement. C'est pour ça que tout ce qu'on a raconté autour, le camouflage humanitaire, pardon, mais c'est une fable. Remettre en place le gouvernement du président assassiné Habyarimana. Tout à fait. Mais c'est ce gouvernement qui organisait le génocide. C'est pour ça que quand le président Sarkozy, tout à l'heure, parlait d'une grave erreur d'appréciation, je pense qu'on est encore dans l'euphémisme. Ça n'est pas de l'aveuglement, c'est de la cécité intellectuelle qui nous a frappés collectivement. L'opération turquoise, comme elle est baptisée, est une opération dite humanitaire. Vous remettez cela en question. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'était en fait tout sauf une opération humanitaire ? Du moins, soyons précis dans un premier temps. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des interventions humanitaires. À partir du moment où on en a reçu l'ordre, nous avons protégé, avec l'unité de Légion étrangère dans laquelle j'étais intégré, un camp très important de réfugiés à Nyarushishi. Mais avant ça, on a tout fait pour aider les forces du gouvernement rwandais, qui, encore une fois, étaient les génocidaires. Et c'est là où on s'est complètement trompé. On l'a vu, on a essayé de détourner notre regard. Quand il y a eu Bicécéro, mon unité était de réserve. Elle aurait dû être mobilisée pour aller protéger les rescapés de Bicécéro entre le 27 et le 30 juin. Non seulement nous n'avons pas été mobilisés, mais le jour où nous l'avons été, le 30, ça a été pour aller se battre contre les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on s'est trompé de mission. Mais là, encore une fois, je voudrais bien que mes propos soient clairs. Je ne critique absolument pas mes compagnons d'armes, dont j'ai admiré le courage et le professionnalisme, et qui ont mené les missions qu'on leur a confiées avec beaucoup d'attention. Ce que je remet en cause, ce sont les décisions qui ont été prises. Pourquoi est-ce qu'on est allé soutenir un gouvernement génocidaire, le seul génocide que nous aurions pu empêcher ? Mais justement, c'est ce qu'on a du mal à comprendre dans cette affaire qui pourrit les relations entre la France et le Rwanda depuis 24 ans. Pourquoi, comme on l'a vu à l'image à Bicécéro, pourquoi est-ce que les militaires français n'interviennent pas ? Alors vous nous dites parce qu'ils reçoivent l'ordre politique de ne pas intervenir, mais quel est l'intérêt de la France de dire à des soldats n'intervenez pas pour protéger des civils ? Mais en fait, l'ordre qu'ils reçoivent... Quel est l'intérêt aussi de soutenir un régime génocidaire ? C'est de continuer leur mission. Leur mission, c'est de stopper les ennemis des génocidaires. Mais quand on stoppe les ennemis de génocidaires, on se fait complice. C'est là où nous nous sommes égarés. On était aveuglés par cette politique qui n'a jamais été exposée. Car les décideurs de l'époque, dont Hubert Védrine, n'ont jamais osé dire quelle était la politique de la France. Et c'est pour ça qu'ils se sont camouflés habilement sous une intervention humanitaire pour ne pas avoir à dire aux Français que l'opération menée en leur nom a consisté malheureusement à être complice des génocidaires des Tutsis au Rwanda, qui a fait pratiquement 1 million de morts en 1994. Sur une population qui compte 6 millions d'habitants, on le rappelle. Paul Kagame, aujourd'hui président de la République rwandaise, était à la tête de groupes belligérants qui affrontaient les génocidaires. Quelles étaient les consignes politiques que vous receviez ? Quelle attitude deviez-vous avoir face aux forces de Kagame à l'époque, qui n'étaient pas président mais miliciens ? D'une totale ambiguïté, puisque officiellement on affichait une neutralité dans cette opération, alors qu'on est rentré à côté d'une des factions. Et en plus, cette faction, c'était les génocidaires. Donc, si vous voulez, notre neutralité, elle n'était que pour l'affichage. Dans la réalité, on s'est rendu complètement complice de ces forces qui, encore une fois, commettaient le génocide sous nos yeux. C'est-à-dire que même si on se bouchait les oreilles, on ne pouvait pas ne pas entendre les victimes. Et ce qui est inouï, c'est que 24 ans après, on continue à parler d'une opération humanitaire, alors qu'on explique aux Français pourquoi les archives sont toujours bouclées. Si c'était une intervention humanitaire, on devrait s'en vanter. Vous demandez la levée aujourd'hui totale du secret défense ? Une vraie levée du bouclage des archives, parce que encore récemment, après l'annonce du président François Hollande, qui pour mettre fin au débat qu'a suscité mon premier témoignage en 2014, et qui a annoncé que les archives seraient ouvertes, un ami chercheur a reçu comme réponse de l'Institut François Mitterrand que les archives étaient ouvertes mais non consultables. À Sarajevo, j'avais reçu un ordre du même genre, c'était riposter sans tirer. Bon, à un moment, il faut être un peu cohérent et rationnel. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ouvre les archives, qu'on permette aux chercheurs de s'en emparer. Ils nous diront ce qui s'est passé.
Alors vous, comme à Sarajevo, en Bosnie, vous aviez le même rôle, hein, c'était de guider au sol les frappes aériennes. Vous racontez un 26 juin 1994, aéroport de Goma, au Zaïre, en RDC, un officier d'état-major nous rend visite sur notre campement de Fortine. J'aimerais l'interroger sur la suite de la mission, puisque nous étions censés arriver par surprise pour mener une action offensive, mais il me répond, il vous répond pas, hein, et se contente de récupérer avec d'inhabituelles précautions l'ordre préparatoire reçu à Nîmes, et là il va déchirer des documents. Oui, il va les détruire. C'est-à-dire que normalement, en opération, quand on passe à un ordre suivant, on s'occupe tout seul de brûler ou de détruire l'ordre qu'on a reçu. Et là, ça m'a beaucoup intrigué. On vient d'arriver, on a reçu cet ordre à Nîmes, et en fait, cet officier, manifestement, est là pour effacer cet ordre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu en permanence une discussion au plus haut niveau de l'État entre un clan plutôt de faucons qui voulait continuer le combat et qui refusait de voir ce que pourtant même la DGSE leur avait dit. C'est que ceux qu'on soutenait étaient des génocidaires. Et puis ceux qui voulaient absolument stopper cette horreur parce qu'ils savaient qu'un jour on serait accusé de complicité de génocide et qu'on serait mis au banc des nations. Vous vous sentez d'une certaine manière complice de ce qui s'est passé ? Oui. Parce que ce que nous avons fait est inacceptable. Et ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fait comme certains de mes compagnons d'armes qui ont dit non. Quand on leur a demandé de livrer des armes dans des camps de réfugiés au Zaïre, moi je me suis contenté de râler et de demander des explications. Armes qui sont tombées dans les mains de miliciens génocidaires. Donc on a remis volontairement à des génocidaires qu'on avait installés dans des camps de réfugiés au Zaïre et qui a ensanglanté l'Est du Zaïre pendant 20 ans. Je pense qu'ils avaient raison parce que la responsabilité d'un officier, c'est de dire non quand il le faut. Vous revenez aussi sur les menaces voilées ou plus explicites que vous avez reçues depuis que vous avez brisé l'omerta sur cette question du génocide des Tutsis et des Hutus modérés, on le rappelle. Qu'en est-il au juste de ces menaces ? On a beaucoup dépensé d'énergie à me convaincre de ne surtout pas témoigner, comme si on souhaitait que ce silence devienne amnésie. Je ne pense pas que cette culture du silence protège les militaires. Moi, j'invite mes anciens compagnons d'armes à raconter la réalité de ce qui s'est passé, exactement comme le font les anglo-saxons. Il y a le temps du secret opérationnel au moment où se déroule l'opération, mais 5 ans après, il n'y a plus de secret opérationnel. Là, on est 24 ans après. On raconte ce qui s'est passé plutôt que de me menacer. Me menacer, c'était m'indiquer que ce sujet méritait d'être défendu. Donc je me tairai quand on arrêtera de me menacer. Vous avez aussi connu le génocide au Cambodge, le deuxième. Il y a celui du Rwanda. Est-ce que vous faites des cauchemars ? Vous savez, j'ai passé que 50 jours en opération au Rwanda. Pendant 25 ans, je me suis questionné. Oui, j'ai quelques fantômes. Et c'est cela que j'ai voulu partager dans Rwanda, la fin du silence. Parce que les écrire, pour moi, c'est avoir l'assurance qu'on ne pourra plus effacer mon témoignage et aussi de pouvoir partager ces fantômes avec tous les lecteurs. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce témoignage. Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français. Les belles lettres, mémoire de guerre, c'est demain en librairie en France. Voilà, merci donc à nos confrères de TV5 Monde Afrique. Alors, Maître Momo, on a écouté ce témoignage parlant du Rwanda. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a participé, qui reconnaît sa culpabilité, il reconnaît sa responsabilité, j'allais dire, dans ce qui s'est passé au Rwanda. Que dire quand on l'a écouté? La minute de silence, c'est en la mémoire de tous mes frères, de tous nos frères qui sont tombés. Bachir, vous voyez comment on organise la mort, la disparition collective des Africains. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Ils ont livré des armes dans des camps de réfugiés. Oui. Au Cameroun, actuellement, il y a des camps de réfugiés, oui ou non? Oui. Au Nigeria, il y en a, oui ou non? Il y en a, bien sûr. Partout en Afrique, il y a des camps de réfugiés. Ils sont patronnés par qui? Par des ONG. Les ONG ont été complices, oui ou non? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des ONG qui ont décrié la livraison d'armes aux réfugiés? Monsieur Bachir. Oui. Ce monsieur, il parle, il est où? Il est en France. Si c'est Afrique Média, on va dire qu'Afrique Média, c'est la France qui est le dénominateur commun de toutes nos conversations. Oui. Mais lui qui parle, c'est un Français. Un Français. Il a combattu au nom du peuple français. Qui était un patron des opérations. Ouais. Il a combattu au nom de qui? Au nom de la France. Nous avons livré les armes dans des camps de réfugiés, monsieur Bachir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en réalité
que c'est eux qui ont provoqué le regroupement des personnes pour pouvoir les livrer tranquillement les armes avec la complicité des ONG. Monsieur Bachir, quand il déclare que nous avons été atteints de la cécité intellectuelle, quelle cécité intellectuelle? Il a prononcé le nom de Védrine, qui était à l'époque ministre de la Défense en France, que c'est eux qui ont commandité. Vous êtes surpris de ce qui se passe en Centrafrique? Vous êtes surpris de ce qui se passe au Cameroun? Vous êtes surpris de tous les foyers de tension qui sont en Afrique? Mais ces foyers sont alimentés. C'est de la déstabilisation savamment programmée. Ça veut dire que ce qui se passe actuellement, c'est à l'image de ce qui s'est passé au C'est à Rwanda il y a l'image, 24 il ne ans. change pas de politique. Un prédateur a les mêmes techniques de chasse. Les prédateurs ont les mêmes techniques de chasse. A fortiori, quelques petites modifications, mais c'est la même procédure qui est suivie. Monsieur Bachir, regardez un officier supérieur de l'armée. Il dit que l'opération turquoise, pour lui, en réalité, était tout simplement un camouflage humanitaire. C'était un camouflage. Il n'y avait rien d'humanitaire dans l'opération. Il n'y avait rien d'humanitaire. Il fallait intervenir par tous les moyens pour donner... Ah, c'est vraiment... C'est écœurant. Alors, le temps que vous vous ressaisissez, allons prendre l'appel de Nyamba Etienne qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Nyamba Etienne, bonsoir. Bienvenue à Appel sur le continent. On vous écoute, cher ami. Bonsoir, mon frère Bachir. Je salue Janvier Momo. Je salue tous les techniciens, tous ceux qui sont au standard. Mon frère Bachir, l'Afrique fait pitié. Parce que la France, pour la France, l'Afrique n'est rien. C'est de n'importe quoi. Et regardez, hein, c'est le même schéma. Partout en Afrique, où la France a créé la guerre, c'est le même schéma, c'est le même schéma. On se cache derrière ces trucs humanitaires, on donne des armes. Parfois, même dans les hélicos, on fait descendre des armes. C'est le plan de la France. La France divise. Parce que sans la France, le continent africain serait le continent le plus heureux. Mais hélas, hélas. Regardez ce qu'il dit, ce que dit l'officier. Et il a ça sur la conscience. Et ça fait pitié. Parce qu'il ne le fait pas et qu'il meurt demain, moi je le félicite. Il est courageux. Et je souhaite même que ses collègues officiers qui ont fait ces guerres en Afrique, que chacun fasse des livres de ce genre. Pour que tout le monde puisse comprendre que la France est un État dangereux. Que la France n'est pas l'Afrique. La France ne fait que détruire l'Afrique. Voyez-vous, on tue des gens inutilement. Et ça fait pitié. Et c'est eux qui disent aux gens que vous avez des biens mal acquis. Mais regardez, c'est des criminels. C'est des criminels. Et c'est malheureux. Moi, je demande aux chefs d'État africains de prendre conscience. Même s'il faut couper des relations avec la France, mais c'est mieux. Parce que regardez, à écouter ce monsieur qui est courageux, et moi je dis qu'il est brave. Ça fait pitié. On tue des innocents inutilement, hélas. Et nous sommes impuissants. Et il y en a qui disent la France. C'est malheureux. Maintenant, concernant le problème de la Guinée équatoriale, mais moi je dis, qu'est-ce que la Guinée équatoriale a gardé de bonnes relations avec la France? Tant que quelqu'un ne t'aime pas, il faut aussi l'aimer. Parce que la France est ce qu'elle est. La France ne veut pas voir les États africains se développer. Si vous donnez tout votre bien à la France, tuez toute votre population, la France va vous soutenir. Mais lorsque vous voulez rendre votre population heureuse, là vous devenez l'ennemi de la France. Et c'est dommage. Moi, j'ai dit beaucoup, chaque fois je le dirai. J'ai dit merci à Afrique Média. Parce que l'Afrique Média est le boussole de nous les Africains. Et merci. Mais M. Bachir, je vais te demander quelque chose. Les t-shirts là, les gens en ont besoin. Les t-shirts Afrique Média. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir? Très bien, merci en tout cas. C'est bon d'avoir évoqué tout cela, Nyamba Etienne. Étant donné que vous êtes en Côte d'Ivoire, nous nous arrangerons avec donc, la direction, et puisqu'on nous suit en ce moment, donc pour que vous ayez un stock pour vous là-bas. Il n'y a pas de problème, ça, ce sera le cas dans la plupart des pays où Afrique Média est représentée. Merci à tous. Nous restons au standard et bien sûr, Maître Momo, il y a un message. Certainement, vous allez peut-être réagir tout à l'heure. C'est Augustin Billet. Oui. Bonsoir à l'Afrique. Nous attendons la réaction de notre chère sœur Bensouda.
et qui la manie très bien quand il s'agit de traquer ses frères africains. Voilà donc une affaire humanitaire qui la concerne. C'est Augustin Billet qui a écrit ce message. Oui. On revient tout à l'heure. Allons reprendre l'appel de M. Yao de France. M. Yao, bonsoir. Allô, M. Yao? Allô? Alors, visiblement, M. Yao n'a pas le retour, me semble-t-il. D'accord, M. Yao a un petit souci avec son combiné. On va prendre Jean qui nous appelle des États-Unis. Jean, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bienvenue à Appel sur le continent. Merci. Voilà. Je salue d'abord votre invité, Janvier Momo, les techniciens, tous ceux-là qui sont à l'heure pour que vraiment nous aussi nous passions notre voix. Alors, et en écoutant les témoignages des autres officiers français, ça vient nous rassurer davantage ce que nous autres, nous croyons dans notre analyse. C'est clair. La France, c'est un pays de démons. Je ne suis personne, c'est la réalité. Les preuves sont là. Vous voyez, on avait dit ceci sur l'Afrique mondiale, c'est depuis que Clovis, le roi français, en 498-97, qui est rentré dans l'église catholique en tant que converti, que tout a commencé. Parce qu'il n'a pas brûlé ce qu'il adorait. C'est des barbares. Ils tuaient des gens qui... Ouais. Mais ils sont venus rentrer dans l'église comme chrétiens, des gens bons, comme quand on entend chrétien, on suppose que cette personne a une bonne moralité. C'est ça. Mais en réalité, c'est faux. Il n'a pas cessé de faire ce qu'il faisait. Et c'est ce qui fait que ça a gangréné toute l'église jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est difficile de juger. Ils sont rentrés dans l'église aussi. Humanitaire, pensant qu'ils venaient faire du bien, pour faire du mal. Alors, à nos présidents de prendre leur courage et de voir clair dans la gestion de leur pays. Et non dans les complicités qu'ils font avec l'Europe, avec la France surtout. Ça s'est passé aussi au Togo. La France a tué Sylvanus Olympio dans l'ambassade en compétition avec l'Amérique, mon pays ici, dans l'enceinte de l'ambassade de l'Amérique. Depuis plus de 50 ans, on n'a jamais ouvert, on n'a jamais éclairci les Togolais sur ce point-là. CVJ au Togo avait demandé à ce que la France leur explique la situation de l'assassinat du président. Au lieu de venir dire effectivement la vérité aux Togolais, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu décorer plutôt le président de cette commission-là. Vous voyez comment ils font? Pour vous aveugler, pour vous endormir. L'officier a raison. C'est le mal qui est en eux, qui les aveugle, qui fait qu'ils ne peuvent pas écouter leur cœur. Ils écoutent plutôt ce que le démon Satan leur dit de faire. Bachir, ça fait mal. Après avoir tué ces milliers de personnes-là, on vient dire ça aujourd'hui. C'est pas fini. C'est pas fini. La France va tomber, puisqu'elle a mangé le totem de Dieu. C'est une vérité, Bachir. Que les Africains ouvrent les yeux pour prendre leur courage. La Guinée équatoriale, nous considérons notre père, ou bien un sage, qui n'a qu'à prendre des décisions courageuses pour son pays dans le futur. De ne pas voir seulement lui-même et sa famille aujourd'hui, mais le futur de leur pays, de leur conglomérat. C'est de ça qu'il s'agit. La lutte continue. Je vous remercie. Merci Jean pour votre appel depuis les États-Unis. Soleil d'Afrique nous écrit pour dire bonsoir Bachir, bonsoir Maître Momo, bonsoir le monde. Mon cher Bachir, tant que les dirigeants africains ne compteront pas sur leur peuple, la France continuera à les piétiner et nous avec. Les dirigeants africains pensent avoir un devoir envers la France et non envers leur peuple. Et c'est ça tout le problème. C'est ce que pense en tout cas notre ami Soleil d'Afrique qui nous écrit sur Facebook. Adrien, on va prendre quelqu'un d'autre. C'est Roger depuis Dubaï. Roger, bonsoir. Bachir, je suis en ligne. 5 sur 5 et l'Afrique vous écoute. Oui, Bachir. Malheureusement, la communication arrive coupée. Donc, je vais continuer avec mon intervention sans vous écouter, quoi, parce que je n'arrive pas à vous écouter. Ça se coupe. Très bien, non. Oui. Donc, bonsoir Bachir. Bonsoir à Maître Momo qui est sur le plateau avec vous.
et bonsoir à tous les panafricains qui nous suivent de par le monde. Et un bonsoir spécial aussi à vos techniciens. Bachir, c'est vraiment incroyable ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Moi, je pense que partons déjà avec la Guinée équatoriale et dit simplement que Maître Bourdon, il fait juste du bruit et son gouvernement va l'appuyer dans ce qu'il fait parce que tout est arrangé, tout est bien arrangé et bien formaté. Et tout va en ligne avec ce qui se passe sur le continent, avec toutes ces révélations. Je rentrerai un peu en arrière. Il y a de cela en début d'année, non, en fin d'année, en Guinée équatoriale, il y a eu un coup d'État bien organisé, bien financé par la France. Officieusement, on sait comment il fonctionne. Ils ont détecté exactement, après avoir arrêté les pushistes, les faillis pushistes, ils ont détecté à travers les enquêtes où venait l'argent, qui les avait financés, donc un Français sur le territoire français, où c'est impossible. Vous ne pouvez pas aller en France, dire juste terrorisme ou bombe, le lendemain on ne vient pas chez vous. Donc c'est impossible d'organiser un coup d'État et de financer un coup d'État sur le territoire français sans que la DGSE, sans que le gouvernement ne soit au courant. Donc on a organisé ce coup d'État là-bas. Le coup d'État a failli. On a trouvé qui c'est, on a trouvé qui est la France. Et devinez quoi? Les Africains sont passifs. Ils sont là à regarder faire la France. Ils sont là à pratiquement à s'endormir et à taper derrière les claviers pour se plaindre. On n'est plus à ce temps-là de se plaindre derrière les claviers. Ce temps-là est passé et résolu. Les Occidentaux sont en train de nous mettre en tentation. Ils le savent bien que le temps va venir, mais ils veulent savoir, ils nous étudient pour savoir quand va arriver ce moment. Le moment où les Africains vont se lever comme un seul homme et décider que à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous arrêtez avec cela. Surtout la France. J'avais demandé à son temps, avant même que les enquêtes soient bien claires, que les Équato-Guinéens sortent dans les rues, à l'ambassade française, pour foutre à la porte la France une manigance contre son chef d'État et contre son peuple. Je n'avais pas été écouté. Voilà un officier français qui sort pour dire, regardez, ce que vous suspectez, ce qu'Afrique Média dit depuis les années, c'est la vérité. Nous avons donné des armes dans un champ, dans une zone d'accueil des réfugiés. Nous avons donné des armes aux rebelles pour pouvoir décimer la population. Nous l'avons fait, masqué comme opération humanitaire, avec la complicité des ONG qui ne disent rien, et vous verrez que personne ne dira rien. Il n'y aura aucun rapport. Rien. Et les Africains sont là à regarder. J'ai suivi sur Afrique Média hier, cela quelques temps, un autre témoignage similaire d'un mercenaire, si je me trompe, il était belge, qui racontait dans les détails le massacre, le macabre assassinat de Lumumba, avec la dent de Lumumba qu'il avait tenu comme trophée de guerre, en disant qu'il se repentait des bêtises de ce genre. Et aucun président africain, l'Union africaine, pas de manifestation, rien du tout. On est resté passif. Je vous dis, c'est un test qu'ils font. Ils sortent tous ces témoignages exprès. Tout est bien programmé pour tester la passivité des Africains qui sont là à regarder, à ne rien faire. Et sur cette base, ils agissent. Ils ont donné l'ultimatum au Mali de ne pas protester. Et ils sont là à attendre. Le président est là à regarder, le président complice, bien évidemment, est là à regarder, et la population est là à attendre. Et il viendra, personne ne dira rien. Donc il faut qu'on apprenne que ce sont des provocations. Ce ne sont pas des provocations, ce sont des tests que ces gens font. Le blanc n'a pas de remords. Il faut se mettre ça en tête. Quand l'homme noir a muté en blanc, son cœur aussi a muté de la chair en pierre. Ces hommes n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de remords. Ils ne vivent pas des cauchemars, ces gens. Tout est bien orchestré. Cela avait été orchestré avant que cet officier s'envoie sur le terrain. Il savait que ce jour serait arrivé et ce jour arrivé, il vient se présenter.
La France a les fesses sales de merde. Il faut le nettoyer. Il faut qu'il montre qu'il y a des Français encore capables de sortir du roman. Il faut reblanchir l'image française à travers des histoires et des bobas qui viennent nous raconter. Donc, il faut que les Africains, à chacune de ces révélations, sortent. On a eu Gbagbo qui est encore là. On sait qu'il est innocent. Tout le monde sait qu'il est innocent. Les juges font ce qu'ils veulent. Et on est là, tous à regarder. En tout cas, Roger, merci pour la participation. C'est aussi ça. On va permettre à d'autres également. Maître Momo, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup d'appels. On va satisfaire les téléspectateurs et on revient vers vous. Il y a Patrick qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Patrick, bonsoir. On vous écoute, cher ami. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, Maître Momo. Bonsoir à l'Afrique. Bachir, je voulais simplement dire, vous voyez, merci de nous montrer ce reportage-là sur TV5 Monde. Nous avons vu en réalité ce qu'a fait la France. Ce qu'a fait la France au Rwanda. On aurait souhaité que le président Paul Kagame libère tous les Rwandais qu'on a arrêtés dans ce conflit-là pour les mettre en prison. La seule cible, c'est la France. Donc il va falloir s'attaquer à la France de front. Donc tous nos frères rwandais qui ont été arrêtés dans cette crise-là, il faut qu'on les libère. Je voulais intervenir un peu sur la RCA, parce que j'ai vu l'interview la dernière fois sur Afrique Média concernant la RCA, lorsque le président s'exprimait. Les Russes sont venus nous aider. Travaillons directement avec les Russes. Il ne faut pas qu'on mélange les crabes et les fruits. Oui, la France est là, la ministre est là, il faut que les autres... Vous avez vu ce qui s'est passé en RCA dans ces 2 jours-là. La France va armer... Allô? Vous êtes toujours en direct. Allez-y, Patrick. Vous êtes en direct. Allez-y. Oh là là, Patrick essaye de se recouter. Allô? On reprend l'antenne. Patrick essaye de se réécouter. Alors, quand vous appelez, vous vous éloignez de votre poste récepteur ou vous baissez complètement le volume. C'est un peu comme ça que ça se passe. On va prendre l'appel de Mademoiselle Pinters qui nous appelle du Canada. Bonsoir, bienvenue à Appel sur le continent. Voilà, là, le signal avec le Canada s'est coupé. On prend Patrick Kwangen depuis l'Allemagne. Patrick, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à tous les testateurs d'Afrique Média de par le monde. Bonsoir à tous les standardistes techniciens. Un bonsoir appuyé à Adrien. Un bonsoir particulier à votre panéliste, M. Momo, qui nous vraiment abreuve de très bonnes analyses. Donc, merci à lui et bonsoir aussi. Concernant le sujet mis à l'ordre du jour, ou alors les 2 sujets, je vais m'appesantir beaucoup plus sur le sujet relatif à la Guinée équatoriale, parce que je dis déjà merci pour les analyses que Roger venait de donner relativement au Rwanda, pardon. Donc, pour la Guinée équatoriale, mon cher frère Bachir, ceci démontre une fois de plus, je fais mienne les remarques d'un téléspectateur précédent qui a dit ceci. En fait, moi personnellement, comme lui, je lève l'analyse pas au niveau des hommes. C'est pas au niveau des êtres humains. On parle de boudin ou c'est boudin, je ne sais pas quoi. Non, c'est des qui m'intéresse. Il s'agit ici, Bachir, de savoir ou alors de comprendre que fait réellement M. Obiangema pour ne pas frapper durement. Et que font les dirigeants voisins à M. Obiangema, entre autres M. Paul Biya, M. Idriss Déby, M. Sassou Nguesso, Ali Bongo du Gabon, pour ne pas manifester cette solidarité-là que nous appelons depuis des années sur votre chaîne. Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, je ne saurais tarir des toges. Une fois n'est pas coutume à l'endroit de M. Yao de France, qui encore pas plus tard qu'hier nous rappelait un événement extrêmement poignant.
qui a voulu que seulement parce que des supposés comment dire, agents secrets présumés tués par la Russie en Grande-Bretagne, seulement leur mort en Grande-Bretagne, alors qu'ils n'étaient pas forcément des citoyens d'origine britannique, a créé un tollé au point où l'Union européenne a fait bloc autour de la Grande-Bretagne. Les États-Unis ont fait bloc autour de l'Union européenne pour frapper la Russie, pour sanctionner la Russie. Mais je dis bien pour quelqu'un qui n'est même pas originaire de la Grande-Bretagne, qui a soi-disant été tué par les services russes. Mais vraiment, à plus forte raison, quand c'est un président qu'on affronte de manière directe, donc comprendrez ce qui a véritablement problème dans la demeure. C'est extrêmement grave. Que font les chefs d'État? Pourquoi jouent-ils toujours en solo? Pourquoi jouent-ils toujours égoïstes? Mais c'est dangereux. Parce que, voyez-vous, tout ça pèse en plus sur l'économie de la sous-région. Depuis le coup d'État manqué, Dieu soit loué, contre le président Obiangema, vous allez admettre comme moi, qui observe de temps en temps, qui fouille là-dessus, les frontières entre la Guinée et le Cameroun et autres sont quasi fermées régulièrement. Donc, en fait, ça tue le tissu économique, effectivement, qui existait au niveau de ces régions-là. Ça contribue davantage à précariser les habitants de cette région. Et bien entendu, qui dit précarité, exposition à toute forme de sirène du mal, de propositions maléfiques. Donc, en fait, mon cher frère Bachir, les institutions que sont nos chefs d'État, je mets là-bas à leur niveau. Parce que ce sont toutes signatures, Bachir. C'est la signature de ces gens qui ont intérêt, comme Roger le disait, à travailler et à faire confiance aux médias africains comme Afrique Média. Je vous pose une question, mon cher frère Bachir. Depuis que vous existez, vous êtes un média populaire au niveau de là. Mais est-ce qu'à un moment, vous avez pu demander une permission de visa, du moins une demande de visa régulière au niveau de l'ambassade de France pour aller faire un reportage sur ce que le commun des Français pense effectivement des rapports entre la France et les pays francophones d'Afrique? Ne serait-ce qu'un reportage, comme ils viennent chaque jour chez nous, nous les accordons visa, parfois même ils peuvent même venir sans visa, faire des reportages toujours ignominieux et aller transmettre chez eux. Mais je vous assure, essayez de faire ça en tant qu'Afrique Média, demandez un visa avec l'objet, allez faire un reportage pour savoir ce que le français lambda pense des rapports datant déjà de la période précoloniale et voire postcoloniale entre ces anciennes entre guillemets, anciennes colonies. Donc, je vous assure, c'est autant de choses. Les gouvernements doivent soutenir des médias comme Afrique Média. Et tant qu'ils ne le font pas, tant qu'ils continuent toujours à jouer la cachette là, avec la jeunesse, cette jeunesse-là, elle est résiliente. Mais à un moment donné, quand on tire trop sur une corde, quel que soit le matériau ductile, il finit par rompre. Et quand on atteint le point de rupture, oh mon cher frère Bachir, je ne veux même plus continuer à penser à ce qui peut arriver. Donc nos dirigeants doivent se réveiller, travailler pour le peuple, afin de démontrer effectivement qu'ils sont solidaires, afin que les peuples de la sous-région soient solidaires et les soutenir dans ce combat-là. Très bien. Merci aux analyses de M. Momo. Merci. En avant Afrique Média, bon courage. Merci Patrick Kwangen. Nous prenons un dernier appel et on revient vers vous. Dernier appel pour la série, bien sûr. Ce n'est pas la fin de l'émission. C'est Mme Priska qui nous appelle du Canada. Mme Priska, bonsoir. Bienvenue à Appel sur le continent. Hello, Bachir. Bonjour, Bachir. Bonjour à notre maître Momo, Janvier. Et bonjour à tout le monde. Hier, j'avais écouté la voix de Papa Demba. Je lui dis bonjour aussi. Et puis, j'ai dit bonjour à Madame ma soeur Cissé, bonjour à Maman Mariam, et puis bonjour aux intervenants. Bachir, lorsque moi j'ai vu la vidéo, cette vidéo que vous avez diffusée, oui. Je pense que ce n'est pas la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, mais déjà même j'étais scandalisée. Oui. Le fait de le revoir, j'ai vraiment très très mal, Bachir. Ça permet, ça révolte en fait. Ça révolte, et puis on n'est plus soi-même en voyant ce genre de trucs. Comment vous pouvez expliquer que si 6 millions d'habitants, on en tue plus de 1 million? Mais on peut comprendre que derrière cela, il y a un but.
Quel est leur but? C'est de tuer tous les Rwandais et puis s'accaparer de leur terre. Je pense que c'est cela, c'est le but visé. Sinon, comment pouvez-vous expliquer cela? Donc, c'est pas normal. C'est pas normal ce que la France continue à faire dans les pays africains. Il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que tout ça, ça s'arrête. Bachir, d'où souvent, lorsque je prends des positions, pour moi, je me dis, on est des Noirs, on est Africains, on a notre intelligence, on a nos intelligences aussi. Il faudrait faire appel à notre intelligence. Nous tous, on a été à l'école. Moi, Bachir, vous êtes journaliste, on va dire que vous avez appris tout ce qui est communication et langue. Moi, je suis dans le domaine de la finance, tout ce qui est finance et économie. Et Maître Momo, tout ce qui est défense et les droits de l'homme. Donc, quelque part, à travers tout cela, nous pourrons creuser encore, faire des apports. Ne pas simplement se limiter parce que on s'est dit on a un master de finance d'entreprise, donc c'est la fin. Il faut toujours chercher à creuser parce que tout ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, quand nous voyons que en ce moment nous ne pourrons pas, c'est pas facile pour nous de se débarrasser de cette France-là. Nous essayons. On veut se débarrasser de cette France-là, mais elle est toujours là, malgré tout ce qu'elle a fait. Elle a fait. Lorsque vous regardez ce militaire, c'est un cas isolé. On aura beau dire, parce que la France, je vais vous dire quelque chose. La France, lorsqu'elle envoie les gens aller tuer en Afrique, en général, si vous fouillez parmi les soldats, c'est origine, viennent d'eux. Jamais français de souche. Soit ils sont quelques-uns, sinon tout le reste, ça reste des Arabes, des Libanais, tout ce que vous voulez, sauf les Français de souche, parce qu'ils ont cette possibilité de maintenir, de garder ces personnes-là là où ils ont fait leur guerre. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent plus les personnes, que ces personnes-là retournent en France. Vous comprenez? Donc, eux, c'est leur stratégie. Donc, tout le monde est bête, sauf la France se dit, elle est intelligente. Donc, arrivé à un moment donné, il faudrait dire à cette France-là de prendre tout sa mettre. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est de manifester, en voyant cela, de manifester, de dire à cette France-là, trop, c'est trop. Réparation, tout simplement. Bachir. Parce que ça, lorsque nous regardons, nous, ça ne nous rend pas fort. Moi, ça ne me rend pas forte. Parce que je me dis, j'assiste ça, je suis obligée de collaborer encore avec ces gens-là. D'où, comment je pourrais être forte? Hier, ils ont tué, aujourd'hui, ils tuent, et demain, ça va être quoi? Moi, je refuse qu'on facilite la tâche à la Russie de venir s'implanter dans nos pays, tout simplement. On aura beau dire, pour moi, ça sera non, et non, et non. Ils ont trop fait des bêtises. Qu'ils restent chez eux là-bas. Ils ont décidé de faire l'Europe. Isoler certains pays, garder certains pays dans l'Europe. Ils font leur business. En ce moment, on est en train de voir des pays divisés. En ce moment, on veut voir qui veut gouverner le monde. La Russie se sent prête avec Poutine de gouverner le monde. On voit les États-Unis aussi qui ne veulent rien. Mais le problème, c'est que c'est le sol africain qui les intéresse. Parce qu'en voulant faire leurs bombes chimiques, parce que ça a des conséquences, il n'y a pas de risque zéro. Lorsqu'ils vont venir essayer ici, ils vont lancer en partie de l'Afrique. Et si ça ne marche pas, ben, ce sont les Africains encore qui vont mourir. Puisque nous ne pourrons pas nous défendre. Donc on doit dire à tout cela dehors, Bachir. Donc voilà, Bachir, je suis vraiment indignée. Et puis je vous remercie beaucoup, Bachir. Au revoir. Merci. Un salut également à monsieur, puisque lui également, il nous suit tout le temps. Maître Momo, je vais me retourner vers vous. Alors, j'ai deux questions, une qui concerne la Guinée équatoriale et l'autre, le génocide et les déclarations de Guillaume Ancel. Ouais. Alors, tout d'abord, parlons de la Guinée équatoriale. Ouais. Aujourd'hui que nous savons les méthodes qu'utilisent donc ces impérialistes, c'est-à-dire s'appuyer derrière des ONG comme Sherpa pour faire le travail. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour les ONG africaines également d'en faire autant, notamment de cibler des personnes? Pourquoi ne pas, par exemple, s'attaquer directement à M. Bourdon? Bachir, nous pouvons le faire. Vous avez suivi l'ensemble des exigences, appelons ça les souhaits des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Que nous soyons en communion parfaite avec le pouvoir public. Soyons sérieux. Ce combat existe jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que nous avons la poigne et nous avons la détermination. Si c'était une lutte qui était programmée, dictée, on ne serait pas à ce niveau. C'est parce que de façon intrinsèque, chacun qui a compris la géostratégie, la géopolitique mondiale et l'histoire africaine, surtout l'histoire de l'Afrique, tous ceux qui comprennent s'engage dans cette voie sans anicroche. Bourdon
en réalité, c'est le cheval de Troie. Bachir, nous le disons depuis le début. Si le coup d'État de décembre 2017 avait réussi en Guinée équatoriale, on n'aurait plus eu une histoire comme Bourdon au Canada ou Bourdon ceci, cela. Alors, mais c'est la fuite en avant, c'est le quelqu'un cheval parlait, de je Troie. crois, c'est Patrick Kwangan ou Roger qui nous appelait de Dubaï, qui disait que mais pourquoi ces chefs d'État, ça j'essaie de le paraphraser, ne répondent pas du coup par coup? Parce que là, à chaque fois, il y a des actes qui sont posés et puis nous, on est toujours là, très diplomatique en tout cas dans notre démarche. Mais on sait que dans un pays comme le Rwanda, Paul Kagame a pris la décision et il a assumé sa décision. Bachir, il s'agit en réalité d'une certaine caractéristique de nos pouvoirs publics. Nous avons l'impression que la pusillanimité habite le sommet de l'État. Mais quand Kagame prend cette décision, jusqu'à la langue étrangère qui était enseignée, c'est vrai, il a pris une autre langue, mais il ne faut pas se perdre de vue le fait que dans cette zone-là, le Swahili, qui est la langue africaine, a une bonne. D'ailleurs, ici à Afrique Média, le Kiswahili qui passe. Oui, ici à Afrique Média, il y a la revue de la presse en langue Swahili. Donc, il faut comprendre, disais-je, que le président Kagame a pris la ferme résolution de trancher un certain nombre, une certaine façon de faire, de remettre en cause. Pourquoi les autres n'en font pas autant? Parce que là, après la décision de Kagame, on a vu qu'il y a une sorte de respect qui est arrivé. Il a imposé le respect. Toutes les autorités françaises, autorités françaises respectent le Rwanda d'une certaine manière. Monsieur Bachir, si votre voisin ou un étranger pénètre chez vous, s'attaque à votre épouse et la bastonne, vous, quand vous rentrez, vous n'avez pas de réaction. La prochaine fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la femme, il va enlever votre épouse. C'est aussi clair que ça. J'ai parlé de pusillanimité au niveau du sommet de l'État. C'est-à-dire, il y a comme une sorte de crainte de risque. On a peur. On a peur. Mais comment la peur peut continuer à habiter les Africains du 21e siècle? Ils ne font pas de l'histoire africaine. Ils ne font pas de la mythologie africaine. Nous sommes le seul continent qui a jusqu'au jour d'aujourd'hui une classe populaire qui n'est pas inscrite dans ce que je peux appeler la littérature intellectuelle européenne. Nous avons jusqu'aujourd'hui des illuminés. Un illuminé n'a pas besoin d'avoir été à l'école. Nous avons des éclairés. Mais au niveau des sommets de l'État, il y a cette crainte du risque. Et cette crainte du risque constitue une pesanteur majeure pour le travail de SAP qui est fait. Mais n'en déplaise, nous continuons à dire, et nous les comprenons, il n'est pas facile de dégivrer quelqu'un qui sort de la Sibérie, disons-le comme ça. Le travail de dégivrage va continuer et je pense que un de ces jours bénis, un de ces jours voulus, tous les Africains comprendront la dynamique. Et comme Paul Kagame, comme Muammar Kadhafi, il y a des chefs d'État qui avaient compris et qui ont dit notre peuple d'abord. Monsieur Kwanga parlait de la solidarité, que lorsqu'on cogne l'affaire Skripal, Sergei Skripal, le Russe assassiné avec la molécule Novichok. Enfin, même s'il est vivant, ils disent empoisonné. Oui, empoisonné. Du moins. Avec entre guillemets, la molécule Novichok. Il faut dire prétendument empoisonné, mais puisque la Russie, jusqu'aujourd'hui, n'y croit pas. On dit cette molécule, elle est russe, alors que la formule mathématique est connue et universalisée. D'où vient-il qu'on pense que la molécule ne peut venir que de la Russie? Et pour régler les comptes de la Syrie, parce qu'en réalité, le bal que vous voyez, c'est en quelque sorte un règlement de compte du conflit syrien. Il y a eu ce rappel d'ambassadeurs et tout, et l'Union européenne. Pourquoi au niveau de l'Afrique, il n'y a pas cette impulsion? Le président Obiang s'est retrouvé au centre d'une tentative de déstabilisation qui allait voir la disparition de toute sa famille parce qu'ils étaient en congé. Très bien. On va prendre 2 derniers appels et je reviens pour ma question sur le Rwanda puisqu'on n'a même pas vu le temps passer. Nous sommes déjà à la fin de l'émission malheureusement. On va prendre donc 2 appels pour boucler. Monsieur Yao nous appelle de France. Monsieur Yao, tout à l'heure on a essayé, ça ne marchait pas. J'espère que cette fois c'est la bonne. Oui, merci mon cher frère Bachir. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné encore la parole. Et mon cher frère Bachir, je t'aime beaucoup. Je veux te dire ceci, mon cher Bachir. Je veux être constructif.
au sujet de les deux sujets. Oui. S'agissant de Guinée équatoriale, oui. Mon cher frère Bachir. Vous savez, après les élections présidentielles en France ici, il y a un des deux candidats à sa demande qui a demandé à me rencontrer. Par son état-major qui lui a parlé de moi, on a passé près de 2 heures ensemble. On a parlé de l'Afrique. S'agissant de Guinée équatoriale, ce candidat-là qui a fait toute sa vie dans la haute administration française, vous savez qui je parle, Alger, toute sa vie dans la haute administration française, directeur du cabinet, il m'a dit ceci, s'agissant de Guinée équatoriale, vis-à-vis des Africains, si on ne rompt pas des relations, des relations diplomatiques avec la France, rien ne changera. Je te dis, je te jure, au nom de tous les vaudous d'Afrique, moi je suis très vaudouiste, animiste, au nom de tous les vaudous d'Afrique, il m'a dit rien ne changera parce qu'il manque de volonté et le courage aux Africains. La Guinée équatoriale, tout ce qui s'est passé, on a évoqué le problème des avions qui étaient confisqués, etc. Il dit que ce qui manque aux Africains, rompre les relations diplomatiques, ce que Kagame a fait. C'est tout. C'est un candidat aux élections présidentielles. Il m'a dit ça devant des témoins. Il est venu avec deux de ses assistants. Voilà, mon cher frère. Oui. Quand nous ne pouvons pas avoir ce courage, que même un candidat aux élections présidentielles françaises a eu ce courage à nous de dire, nous les Africains, il nous faut vraiment du courage. C'est ça qui manque. Très bien. Merci, Monsieur Yao, pour cet appel. Et notre dernier appel, donc, l'UNUS au GAP. En 1 minute, l'UNUS, malheureusement, vous nous avez trouvé à la fin de l'émission. L'UNUS, on vous écoute. Notre dernier appel, donc, l'UNUS au GAP. On vous écoute. Bachir, mon très cher frère, j'ai mal. Vous écoutez? 5 sur 5. J'ai très mal. Ce n'est pas de la manipulation, je vous dis sincèrement. Tellement j'ai mal que je n'arrive pas à parler. Je vais m'efforcer à dire que ce soit Bachir. C'est la bonté de la perdrix qui lui avait tordu le cou. Bachir, vous avez été très bon avec la France. Et c'est cette bonté-là qui continue à nous enfoncer. C'est cette qui continue à nous détruire. Elle nous détruira davantage si nous ne nous levons pas comme un seul homme pour dire non à cette chuerie qui depuis des années a duré ou ne fait que durer, cher frère Bachir. En quelques minutes, je vais réviser l'histoire pour dire 1945 1971, la France, pour la France, elle a massacré millions de Camerounais, près de 400 morts au village au Napal. En 1967, la guerre du Biafra. La communication, malheureusement, s'est dégradée. l'UNUS Lorient Fogap, merci d'avoir essayé. Je rappelle à nos téléspectateurs, les 2 sujets reviennent demain dans le cadre de la ligne rouge avec Fallon Tchounia. Donc, vous retrouverez Fallon pour les 2 sujets. On vous repassera cet élément de Guillaume Ancel. Donc, ça passera et bien sûr tout au long de nos différents programmes avec la complicité de la direction des programmes, bien sûr. Maître Momo, en sortant de cette édition, ma question est celle de savoir est-ce que ces déclarations de Guillaume Ancel pourront aider le peuple rwandais à penser leur plaie qui dure déjà 24 ans? Je pense que les Rwandais seuls ne peuvent pas penser ces plaies. C'est toute l'Afrique qui doit penser ces plaies. Bachir, il y a une parole coupable. Le seul génocide que nous aurons pu empêcher. C'est ce qu'il a dit, exactement. Le seul génocide que nous aurons pu empêcher. Il a dit, mon regret, c'est d'avoir participé au seul génocide que nous aurons pu empêcher. C'est un aveu de complicité. Madame Fatou Bensouda, elle attend, qu'est-ce qu'elle attend? Je crois que c'est l'heure est au travail. Hein? L'heure est au travail. Bon, d'accord. Merci, Maître Momo. Maître Momo qu'on retrouvera donc dans moins d'1 heure aux côtés de Vanessa Ngandikwa dans cette belle émission Face à l'actualité. Merci à tous téléspectateurs d'Afrique Média pour la confiance renouvelée à chaque fois en notre chaîne. Vous faites la fierté de ce continent. Nous vous disons tout simplement merci et bonsoir. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. Ouais.
dire que ça représente une position internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.